Mais comme j'ai bien retenu la leçon qui m'était dite, il faut savoir en préambule qu'il faudra lire mon discours avec le « et » macronien ou Michel Poulignin, je ne sais pas comment il faut le dire, et donc ajouter un « et » à ce qui était dit auparavant, et ajouter juste après ce que je vais essayer de vous dire. Alors, on a parlé d'une chose, beaucoup de sujets intéressants, mais je pense qu'il y a un sujet en tant que start-up, parce que moi j'ai pas de legacy, pas tout ça, etc. Moi je suis quelqu'un qui fonce et on crée des trucs nouveaux. Il suffit de la legacy, au contraire, la legacy c'est plutôt un atout parce que les autres c'est compliqué pour eux de changer, ils ne savent pas facturer, ils n'ont pas OpenSell, enfin bon, j'espère qu'ils n'auront pas trop. Et donc ils sont là avec des espèces de plomb et nous on essaie d'être rapides. Bon. Face en même temps à Agile avec des colosses qui sont énormes, c'est compliqué. Mais il y a une notion importante à toujours garder en tête, c'est le temps. Alors moi qui ai fait les télécoms et qui ai fait l'énergie, je vais vous raconter une anecdote. Un jour où j'étais chez SFR, entreprise dont je garde un souvenir à peu près proche de M. Michel Collin, mais en même temps, j'ai connu d'autres entreprises, EDF, donc je pense que vous devriez faire cette expérience également, c'est assez formateur. J'avais une réunion le matin chez SFR et l'après-midi, pour une autre raison, chez EDF. Eh bien, le matin, on me dit ah là, voilà, il va falloir évoluer sur le moyen terme, il va falloir qu'on change ça. Et l'après-midi, je vois le patron à l'époque du parc nucléaire d'EDF et qui me dit oui, alors ça, il va falloir que ça évolue à moyen terme. Alors, les mêmes mots étaient employés, le matin c'était 6 mois, l'après-midi on me parlait de 10 ans. La temporalité n'est pas du tout la même. Le problème dans l'énergie, c'est que la temporalité s'accélère. Et quand on dit, quand on est une entreprise, il faut pouvoir aller vite, quand on est une start-up, c'est pas forcément ce qu'on va chercher. Ce qu'on va chercher, c'est pouvoir accélérer. Parce qu'on ne peut pas être partout. Même si nous, on est déjà à beaucoup d'endroits, je vous raconterai ça. On ne peut pas être partout. Donc ce qui peut être notre force, c'est quand on voit que quelque chose, il y a le bon moment, le bon timing, la bonne opportunité, c'est pouvoir foncer, la saisir, accélérer, la prendre. On ne va pas forcément aller vite. Et pour ça, il faut avoir des solutions souples. Et évidemment, il faut avoir des équipes d'excellence. Alors je n'ai pas inventé ce que tout le monde après va prendre les équipes de tube chez lui, ça va être compliqué. Mais évidemment, l'humain est fondamental. C'est emporter l'équipe autour d'un projet, l'emporter pour lui dire bah, demain, voilà, il y a ça, il y a une opportunité, est-ce qu'on la prend, est-ce qu'on la prend pas, est-ce qu'on fonce. Et quand les équipes partagent des valeurs, partagent le projet, partagent quelque part en une communauté de vue sur ce qu'on veut faire, eh bien ça marche. C'est ça qui est extraordinaire. Alors maintenant, je vais peut-être revenir à ce que j'ai prévu de mettre dans un discours qui était peut-être un peu plus classique et un peu plus proche pour avoir le baccalauréat. J'espère que c'est ça à la fin du tuto. C'est bien passé. Dans le monde de l'énergie, le monde des télécoms. Le monde de l'énergie, c'est, au-delà de la temporalité, c'est un secteur où, chose extraordinaire, on mesure l'énergie avec les compteurs du 19e siècle, depuis des compteurs avec des roues qui tournent depuis plus d'un siècle. Alors, il y a une première évolution, c'est qu'on peut mettre des compteurs qu'on dit intelligents. Alors ils ne sont pas du tout intelligents, ils sont très cons. Le gros avantage de ce compteur, c'est qu'ils relèvent la consommation toutes les demi-heures. Bah oui, c'est toutes les demi-heures, toutes les heures, on a les données. Alors, ils ne sont pas transmis en temps réel, ça passe par Enedis, par les réseaux de SFR, les cartes SIM, les machins, les concentrateurs, prend un peu de temps, mais ça arrive. La vraie nouveauté, la vraie disrupture, elle vient d'ailleurs, c'est qu'on mesure ce que les gens consomment. Alors qu'auparavant, on le relevait tous les 6 mois, tous les ans. Et ça, c'est le vrai changement. Pourquoi est-ce que c'est un vrai changement quand on parle de clients B2C, quand on clients résidentiels? Parce que, monsieur, vous avez consommé combien? Est-ce que vous savez combien vous consommez par an? Moi? Ouais. Non, vous ah non, mais vous êtes chez LG, vous savez. Vous payez, vous consommez peut-être 5 MWh par an. On va relever votre consommation de 5 MWh, et que va faire Enedis par derrière? On va dire, bon, moi je sais pas, j'ai mesuré tous les 6 mois, bah, je vais dire qu'elle a consommé tant en été, tant en hiver. Donc vous êtes vertueuse, vous dites, moi je ne vais pas consommer en hiver, c'est là qu'on émet du CO2, c'est là que c'est cher, c'est dégueulasse. Vous allez consommer moins. Mais en fait, rien ne va se passer, vous allez juste consommer moins, 2,5 MWh, Enedis va prendre 2,5 MWh parce que vous n'avez pas consommé pendant l'hiver, vous allez consommer pendant l'été, mais il va répartir ça entre l'été et l'hiver. Il va consommer moins annuellement, mais avec une clé, on a le bon. Donc en fait, on a un système qui a tout moyennisé. Et le fait qu'on mesure les choses réellement, ce que les gens consomment réellement, non pas qu'on l'impute,
eh bien ça change tout, parce que les gens qui consomment trop au mauvais moment, à un moment ou à un autre, on va leur faire payer, et les autres, à un moment ou à un autre, il faudra qu'ils payent. Alors, évidemment, quand on voit ça, c'est là l'étrange, peut-être que les témoins d'Engie diront, mais alors la communauté des acteurs sont complètement d'accord pour ne rien changer. Et ça, c'est le legacy. On ne veut pas changer. On ne change pas un système qui fait que les gens qui sont au chauffage électrique, ils vont payer moins parce que c'est les clients qui ne consomment pas d'électricité qui vont les subventionner. Alors ce système change. Le système change parce qu'il y a de nouveaux acteurs qui, quelque part, prennent une rupture technologique. C'est Linky, c'est l'intelligence artificielle, c'est la capacité à traiter de données, c'est l'inversion du système énergétique avec de moins en moins un système pyramidal où c'est EDF qui produit en haut et le consommateur qui consomme en bas. De plus en plus, le consommateur devient producteur lui-même et c'est la production qui elle-même doit s'adapter à la consommation qui doit suivre la production renouvelable, etc. Donc tout le système change et donc il y a des acteurs qui arrivent et qui veulent changer. Et là, c'est là que ça devient à la fois amusant, et c'est ça qu'il faut se rappeler quand on est une start-up, il faut toujours chercher à s'amuser quand même, parce que sinon on n'a pas d'enthousiasme. Mais c'est là que ça devient compliqué aussi. Parce que tous les acteurs ne veulent pas changer, et donc il faut se batailler. Alors je n'ai qu'un exemple parce que c'est ce qui a frappé David. Nous, on s'est caractérisé en disant, attendez, finalement aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les fournisseurs alternatifs, pas ceux qui fournissent en cours alternatif, hein, ça, tous fournissent en cours alternatif à peu près. Donc, les fournisseurs qui ne sont pas EDF, c'est ça, une manière de dire. Ces fournisseurs-là, quand ils arrivent, ils vous disent quoi? Venez chez moi, c'est moins cher. Est-ce que vous avez entendu autre chose sur la place? Tant qu'on dit c'est vert, mais c'est moins cher. Alors, il faut rappeler une base, je suis économiste, mais une base de la chose. Si vous vendez à un client moins cher, que la première réaction du client, il consomme plus. C'est une règle de base. Donc, le système il est bâti sur quoi? C'est on communique sur un prix en disant c'est pas cher. Moins 10%. Ah, note bas d'étoile, moins 10% par rapport au tarif, la part énergie du tarif, hors abonnement, hors taxe, etc. Hors TVA, bien sûr. On communique sur une partie de manière grossière, artificiellement rabais. C'est la pratique de place. Je ne veux pas aller contre. Même l'UFC fait la même chose. Voilà. C'est ce qu'on fait. Par derrière, donc, votre baisse elle est moins forte parce que l'État ne baissez pas cette étape, et par derrière, vous consommez plus. Donc votre base de facture, à la fin, 1 ou 2%. Et ça satisfait tout le monde. Parce que ça donne l'impression que le marché marche, et quelque part, ça baisse pas trop la consommation, donc vous ne savez pas trop baisser les prix, parce que quelque part, baisser la consommation, c'est baisser les prix. Donc tout le monde est satisfait. Donc nous, on est arrivé en disant, mais non, c'est pas comme ça que ça va marcher. C'est pour ça qu'on est parti de notre modèle en disant, non, on va faire autrement. Alors certes, on va faire une baisse faciale, ce qui va rassurer tout le monde, mais par derrière, il faut offrir plus et accompagner les gens pour qu'ils réduisent vraiment leur consommation. Parce que si on fait une baisse faciale faible, que les gens réduisent leur consommation, ensuite on donne la récompense, grâce à nos systèmes, nos algorithmes, grâce à un système de facturation performant. Je fais ma page de passage, mais c'est vraiment été capital, parce que sinon on ne sait pas faire, et c'est vraiment fondamental. Il y a énormément d'innovations autour de la capacité à facturer. Bien là, le client, il part d'une facture qui va baisser à 10%. Donc ça, c'est déjà une première étape. Mais il y en a des tas d'autres qui s'annoncent. Le système de profilage, tout ça va se casser, ça va exploser. Comment ça va exploser? Je ne sais pas. La seule chose que je sais, je reviens à la question de temporalité, c'est qu'il faudra qu'on puisse, à chaque instant, accélérer en disant « Ah, c'est là qu'on va aller ». Voilà. Est-ce que c'est bon? Merci. De tout ce qui est intéressant, il y a une chose qui s'avère que plus les clients, on a plus d'un an, et c'est vrai qu'il y a une équipe qui est formidable. Regardez sur l'équipe, reprendre les... Non, ouais. Voilà. Et donc, alors, le truc avec Emmanuel, c'était répété ou pas? Comment ça s'est passé? C'est incroyable. Devenir un argument marketing forcément quelque chose à des consommateurs qui en ont marre de se faire fouiller. Ouais, alors ça, c'est un sujet très sensible. En deux mots, il y a énormément de débats aujourd'hui autour de Linky. Et Enedis, c'est pris vraiment comme un manche pour communiquer autour de ça. Et le problème qu'on a globalement en France, c'est
on a une legacy, c'est Tchernobyl, le son contaminé, tout le bazar, l'administration qui a menti et qui a donné l'impression qu'elle montait. Dans l'énergie, le sujet de Tchernobyl très fort. Donc, une perte de confiance dans les autorités et un double langage qui est incompréhensible. C'est-à-dire que, à la fois, Enedis va vous dire, les compteurs Linky, on ne peut rien en faire, on ne peut pas mesurer. À la fois, ils communiquent en disant qu'on peut faire des choses. Et en fait, tout le problème, c'est de reconnaître ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire à partir des données. Et cette transparence sur la capacité à faire ou non des choses à partir des mesures, déjà, il faudrait qu'il y ait un discours clair, personnel. Moi, j'ai un point de vue assez clair, c'est-à-dire on peut faire des choses sur les données Linky et il faut le dire. Après, le fait que nous, on essaie de travailler assez fortement avec la CNIL justement sur l'aspect, on est très respectueux des données des clients, je pense vraiment que dans la durée, c'est un plus et c'est une valeur. C'est très congruent en valeur. Donc, on est très attentif à ce que effectivement soit averti proprement, de ce qu'on peut faire des données, etc. Ok, y a-t-il d'autres questions? Donc c'était limpide. Merci beaucoup Vincent.